Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour notre émission Panorama Info. Régulièrement, cette émission est consacrée à des peuples peu connus, souvent des peuples autochtones, comme ces derniers temps les Enaoene de l'Amazonie brésilienne, ou encore dans le passé les Papous de Nouvelle-Guinée, ou parfois des peuples minoritaires et marginalisés, comme les Hik d'Ouganda ou les Pygmées de la grande forêt congolaise. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir, chers auditeurs, les Mundari du Soudan du Sud. J'ai connu ce peuple à l'époque où je travaillais en Ouganda. Parmi les réfugiés qui affluaient dans ce pays, il y avait des Mundari, ce qui m'a permis de sympathiser avec certains d'entre eux, tout en me donnant envie d'en savoir plus sur ce peuple. Je devais aussi les retrouver plus tard lors de séjours au Soudan du Sud. Dans ce dernier pays, j'avais surtout fréquenté les Dinka, car c'est dans leur région que j'ai dirigé en l'an 2000 un projet hospitalier de l'Ordre de Malte allemand. Les Dinka sont certainement le peuple que je connais le mieux au Soudan du Sud. Mais ce n'est pas d'eux que je vais vous parler aujourd'hui. Les Mundari sont beaucoup moins nombreux que les Dinka ou encore que les Nuer, ces deux grands peuples nilotiques d'éleveurs de bovins du pays. Mais les Mundari, ils ont le même amour que des vaches. Et leur société tribale repose sur leur élevage, comme celle des Dinka et des Nuer. Les Mundari sont l'une des multiples ethnies du Soudan du Sud. Ce sont aussi des Nilotiques. Ils appartiennent au groupe des peuples Karo. Comme je viens de le dire, les Mundari sont depuis les temps immémoriaux des éleveurs de bovins, même si une partie d'entre eux s'est progressivement sédentarisée, parfois urbanisée. Ceux qui se sont sédentarisés sont devenus des agriculteurs qui cultivent du sorgho et des arachides. Le territoire des Mundari se trouve à environ 75 km au nord de Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Ils vivent dans l'état d'Équatoria central, Central Equatoria en anglais, pardon. Le Sud-Soudan est en effet divisé en États et pas en province ou en région. La principale bourgade du pays Mundari est Terekeka. Les voisins immédiats des Mundari sont les Dinka Bor, l'une des branches du peuple Dinka, au nord, et les Bahari, au sud. Le territoire Mundari est constitué d'une morne plaine d'environ 100 km sur un maximum de 75. Cette morne plaine étant située à l'est du Nil Blanc. Cette zone étant parcourue par de nombreux cours d'eau, parsemés de petits lacs, et du fait qu'elle borde le puissant Nil Blanc, durant la saison des pluies, elle est souvent inondée et bien sûr infestée de moustiques voraces. Pour cette émission, j'ai sollicité Moses. Je ne dirai pas son nom complet, ce n'est pas nécessaire. Moses est un jeune Mundari qui vit à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Grâce à WhatsApp, j'ai pu l'interviewer en anglais. J'ai traduit ses propos en français et je vais lire
tant mes questions que ses réponses en français. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire écouter sa voix, puisque j'ai demandé à Moses de se présenter brièvement, et je vais ensuite traduire en français. Donc voici Moses en version originale. Hello, good morning, Radio Regina. I'm proud to be connected with you. I'm Moses Soryang Ladu Manoja, 32 years, a South Sudanese hailing from a tribe called Mundari, currently living in Juba, the capital city of South Sudan. I finished my secondary school education recently in 2021 and now hoping to get enrolled into the University for further studies. Bonjour à tous, je m'appelle Moses, je suis fier d'être connecté avec vous aujourd'hui. J'ai 22 ans, je suis un Mundari qui vit à Djouba. J'ai fini mes études secondaires en 2021 et j'espère trouver les moyens de poursuivre à l'université. Voilà donc pour les propos que vous venez d'entendre en version originale de Moses. Passons maintenant au reste de l'interview que j'ai donc traduit en français. Je vais d'abord lire ma première question, que voici. Après l'indépendance qui est intervenue en 2011, le Soudan du Sud a connu des années troublées, marquées par des guerres intestines et une insécurité généralisée dans de nombreuses régions du pays, ce qui a causé beaucoup de désespoir au sein de la population. De nombreux Sud-Soudanais se sont retrouvés déplacés dans leur propre pays, alors que d'autres, très nombreux également, fuyaient vers les pays voisins, où nombre d'entre eux vivent encore dans des camps de réfugiés. Est-ce que la situation s'est à présent améliorée? Les déplacés et les réfugiés ont-ils commencé à rentrer chez eux? Voici maintenant la réponse de Moses. Concernant la sécurité, la situation s'est un peu améliorée, même s'il continue à y avoir des hommes armés, mais le nombre d'attaques a baissé. Économiquement, le pays est toujours embourbé. Il n'y a aucune amélioration et je dirais même que la situation empire. Concernant les réfugiés, quelques-uns ont préféré rentrer au pays, car dans les camps de réfugiés en Ouganda et au Kenya, il n'y avait pas de services sociaux de base, il y avait des ruptures dans l'approvisionnement alimentaire et dans les régions où les camps sont implantés, il y avait un grave problème de sécheresse, ce qui ne leur permettait pas de cultiver localement. En plus, les réfugiés n'ont pas accès aux soins médicaux et il n'y a pas non plus d'eau potable. Ce sont quelques-uns des facteurs qui ont poussé certains réfugiés à décider de rentrer au pays. Seconde question de ma part, est-ce que ces terribles années de l'après-indépendance vous ont affecté, vous et votre famille? Votre éducation en particulier en a-t-elle pâti? Voici la réponse de Moses. Oui, parfois je me sens psychologiquement instable lorsque le souvenir de ces guerres me revient à l'esprit, car j'ai vu des morts autour de nous, j'ai vu des corps être mis dans des sacs en polyéthylène lorsque les familles n'avaient pas les moyens d'accorder des funérailles décentes à leurs défunts ou alors lorsque personne ne venait réclamer ces corps. Tout cela m'a causé des problèmes psychologiques à l'époque. Je me souviens encore des terribles échanges de tirs entendus lorsque j'étais petit, et cela m'a certainement traumatisé. Ma famille a subi des pertes matérielles. Mon père était boucher et en même temps officier de police. Mais à cause de toute cette instabilité, il a dû abandonner son activité de boucher pour se concentrer sur son travail de fonctionnaire de police, ce qui l'a affecté et ce qui a aussi affecté toute notre famille, car l'État ne le payait pas bien. Aussi, lorsqu'il a tenté de reprendre son activité de boucherie, il s'est rendu compte qu'il avait déjà perdu sa clientèle et cela nous a tous affectés jusqu'à aujourd'hui.
À cause de ces contraintes financières, je n'ai pas pu aller à une bonne école car la majorité des enseignants compétents avaient fui le pays et que le peu qui restait préférait enseigner dans les écoles privées qui payaient bien, abandonnant les écoles où les salaires étaient bas. Nombre de mes amis ont eu l'opportunité d'aller étudier en Égypte, au Soudan, au Kenya ou en Ouganda, alors que moi, du fait des problèmes de ma famille, j'ai dû rester à Djouba et j'en suis venu parfois à me demander pourquoi Dieu m'avait créé dans cette famille. Les terribles années m'ont affecté, moi et tous mes rêves. Jusqu'à maintenant, je continue à rêver de devenir médecin ou pilote, mais la situation m'a obligé à revoir mes ambitions à la baisse. Troisième question de ma part. Vous êtes un Mundari. Les Mundari ne vivent pas très loin de la capitale Djouba où vous résidez. Pourriez-vous décrire pour nos auditeurs l'environnement dans lequel vivent les Mundari, leur mode de vie traditionnel, leur culture, leur relation avec les bovins et avec le fleuve Nil? Les Mundari, c'est la réponse de Moses que je traduis, les Mundari vivent dans des savanes le long du Nil. La terre limoneuse est assez fertile et ils cultivent des arachides durant la saison humide. Les arachides sont la principale production agricole des Mundari, car le sol où les Mundari vivent est particulièrement propice pour cette culture. Cette activité a lieu uniquement durant la saison humide, car on ne peut pas cultiver durant la saison sèche à cause du manque d'eau de pluie et l'absence d'irrigation. Les Mundari croyaient dans la religion traditionnelle qui est basée sur le culte des ancêtres et des dieux. Normalement, dans la communauté, il y a des leaders spirituels et des faiseurs de pluie que l'on utilise lors des périodes d'extrême sécheresse, durant la saison des pluies. Ils prient les dieux de donner la pluie, en particulier lorsqu'il ne pleut pas durant de longues périodes. Les leaders spirituels jouent un rôle durant les calamités, lors des maladies et des famines, en demandant aux dieux, au pluriel, aux dieux, leur pardon. Je voudrais citer ici quelques noms de ces dieux: Anguri, Jongmial et la sainteté Jakinyang. Les Mundari ont aussi des pratiques traditionnelles majeures, telles que l'initiation, connue sous le nom de Torupian en langue Mundari. Je veux parler de l'initiation des garçons. Cet événement se produit après un certain nombre d'années, pas tous les ans, lorsqu'une génération entière peut subir ces rites qui leur permettront de passer de l'enfance à l'âge adulte. La durée et la période d'initiation varient selon les clans. Durant la période d'initiation, les futurs initiés sont laissés en brousse, nus. Ils ont en main des bâtons qui ne sont pas dangereux et ils pratiquent des danses non violentes comme celle connue sous le nom de Madouani, durant laquelle ils dansent et chantent en même temps. Les familles des initiés leur préparent leur nourriture qui leur est apportée, en brousse donc, par leurs sœurs ou par d'autres membres de la parenté féminine. Mais ces visiteuses ne doivent surtout pas les regarder. Et au cas où elles le feraient, les jeunes gens peuvent les bastonner avec les bâtons qu'ils tiennent en main. Cet événement dure longtemps et se poursuit chaque jour de la même manière. Les jeunes y participent volontairement et pacifiquement, mais certains résistent. Et alors, ils sont capturés la nuit par les autres jeunes participants et forcés à se joindre à la période d'initiation. Le nombre de futurs initiés va donc en augmentant, la même routine d'enlèvement se produisant chaque nuit, et c'est à la fin de l'année, souvent en décembre, qu'a lieu la cérémonie d'initiation proprement dite. Les jeunes doivent alors tuer des chèvres
et des taureaux. Une fois ces bêtes abattues, chacun reçoit un surnom qui est en relation avec la couleur de la chèvre ou du taureau qu'il a tué. Par exemple, si l'un d'eux tue une chèvre noire et blanche, il sera appelé Ayu Marier. S'il tue un taureau marron, il sera nommé Agut Maloual. Les gens affluent de tout le secteur pour boire et manger avec les jeunes afin de célébrer et de bénir les jeunes initiés devenus des adultes. La culture Mundari est célèbre à cause du style très particulier de coiffure propre à ce peuple, connu sous le nom de Amurou, et par leur façon de s'habiller. Les hommes portent une sorte de tunique que l'on appelle Jalabia. Alors là, je fais une précision pour nos auditeurs. Ce n'est pas de Moses qui parle. Jalabia vient du mot arabe, djellaba tout simplement, et cette tunique s'inspire de la djellaba arabe, même si elle est beaucoup plus courte et si elle est beaucoup plus colorée. Je laisse la parole à Moses à nouveau. Et les femmes portent une jupe appelée tondura. Les Mundari ont aussi des scarifications sur leur front. Les Mundari sont donc facilement reconnaissables à cause de ces scarifications caractéristiques et de leur habillement, et à cause des bracelets, des lourds bracelets qu'ils portent sur leurs bras et leurs jambes, ainsi qu'à cause des colliers colorés qu'ils portent, hommes comme femmes. Les bovins jouent un rôle majeur dans la vie des Mundari, d'abord parce qu'ils servent de monnaie d'échange en vue de mariage, lorsque des négociations entre la famille de la fiancée et la famille du fiancé ont lieu. Quand il y a assez de têtes de bétail disponibles, alors l'accord peut être conclu et le mariage célébré. Les causes de conflit ont souvent pour origine la possession de bétail. Les vaches fournissent aussi aux Mundari le lait, qui est pour eux l'une des sources majeures de leur alimentation. La vache est donc très importante pour un Mundari. En dehors des mariages et de la nourriture, le bétail constitue aussi un indicateur de statut au sein de la société. Il prouve la richesse, le renom et la puissance de leurs propriétaires. Un homme Mundari fera donc tout ce qui est nécessaire pour protéger son bétail des voleurs de vaches ou de quelconques attaquants. Il sera prêt à sacrifier sa vie pour cela. Chez les Mundari, c'est vraiment cela qui démontre la véritable virilité. Le Nil fournit de l'eau à la fois pour le bétail et pour les gardiens de vaches, et il joue donc un rôle important dans la vie des Mundari et celle de leurs troupeaux. Durant la saison sèche, ils migrent vers ce qu'on appelle des cattle camps, c'est-à-dire des camps de vaches situés dans des îles du fleuve, des îles qui apparaissent à la saison sèche, là où il y a encore des pâturages et de l'eau pour le bétail. Le Nil fournit aussi de la nourriture aux gens, les poissons et les crocodiles, qui eux aussi sont consommables. Le Nil joue donc un rôle vital pour les Mundari et leur bétail. Une nouvelle question de ma part. Vous êtes un garçon de la ville et j'en conclus que vous n'avez pas subi le rituel d'initiation que vous nous avez décrit. Je pense aussi que votre front n'a pas été scarifié. Comment est-ce que les garçons de votre âge vous considèrent lorsque vous retournez sur vos terres ancestrales, alors que vous n'êtes ni initié ni scarifié? Cela constitue-t-il un problème? Voici la réponse de Moses. En effet, je n'ai pas eu à subir tout cela, mais j'en ai été le témoin lors de mes séjours à Telekeka. Normalement, eu égard aux traditions, quand je vais au village ou au camp de vaches, on me considérera donc comme un enfant puisque je ne suis pas initié. Pour ce qui est des scarifications, ce n'est plus un problème, car cette pratique est en voie de disparition. Nombreux sont les jeunes qui aujourd'hui ne sont pas scarifiés. Nouvelle question de ma part. Cela m'amène à vous demander si, depuis votre plus jeune âge, vous avez vu le mode de vie Mundari évoluer, changer. Selon vous, est-ce qu'il s'est amélioré ou, au contraire, est-ce qu'il s'est détérioré? Réponse de Moses.
Oui, avec la diffusion de la civilisation moderne, je constate de nombreux changements dans le mode de vie en territoire Mundari. Je dirais qu'il s'est amélioré, mais il s'est aussi détérioré dans certains domaines. Commençons par les changements positifs. Au moins, il y a des dispensaires et des centres de santé plus proches des villages et cela rend l'accès aux services de santé plus facile. Des écoles ont été ouvertes à Terekeka et cela a permis de forger des liens entre les Mundari des différentes zones géographiques et donc a contribué à l'unité du peuple Mundari. La construction de routes goudronnées menant aux régions de Djouba jusqu'aux régions du Nil septentrional et du Bahr el Ghazal et traversant donc le territoire Mundari, cela n'a pas seulement facilité la circulation des gens se rendant dans ces régions, cela a aussi amélioré la vie des Mundari, puisqu'il est à présent plus facile pour les Mundari des villages d'atteindre la ville et la capitale Djouba, où ils ont accès à davantage de services. Mais l'ouverture de ces routes a aussi contribué à l'augmentation de la criminalité, puisque des criminels viennent à présent d'autres régions et qu'ils sont la cause d'instabilité en territoire Mundari. Des armes modernes circulent et sont vendues, et cela contribue donc aussi à une augmentation des vols de bétail, ainsi qu'à des morts et des souffrances inutiles au sein des familles des victimes. La nouvelle génération perd les normes et les valeurs de leur culture et de leur tradition et tabous, à cause de la civilisation moderne. Dans la tradition Mundari, comme j'en ai été moi-même souvent le témoin, les gens utilisent la cendre produite par l'incinération de bouse de vache ainsi que l'urine des vaches pour se teindre les cheveux. C'est cette méthode traditionnelle que l'on appelle amuro, la coiffure traditionnelle des Mundari. Mais de nos jours, je vois les jeunes venir en ville acheter des colorants au marché, lesquels ont parfois des effets néfastes pour leur santé. Je crains fort que dans le futur, les Mundari abandonnent la méthode traditionnelle avec la cendre des bouses brûlées et l'urine, qui étaient bonnes pour leur santé, et utiliser les méthodes dites modernes pour teindre leurs cheveux, et de ce fait, perdre l'un des symboles d'identification des Mundari. Nouvelle question de ma part. Comment est la situation sanitaire en territoire Mundari? Y a-t-il des hôpitaux, des dispensaires? Réponse de Moses. La situation sanitaire est loin d'être satisfaisante. Je dirais même qu'elle est mauvaise. Il n'y a qu'un seul hôpital situé dans la ville de Terekeka, et encore celui-ci n'offre-t-il qu'un nombre limité de services, du fait du manque de personnel formé. On manque de médecins qualifiés et d'infirmiers en territoire Mundari. Il y a quelques dispensaires dans des localités comme Djemeiza, Tali et Mouni, mais avec des services extrêmement limités. Les gens doivent donc parcourir de longues distances à pied pour pouvoir se faire soigner. Nouvelle question de ma part, comment est l'accès à l'eau potable? Réponse de Moses. En territoire Mundari, les gens puisent l'eau directement dans le Nil, sans aucun processus de purification, ce qui constitue un gros risque sanitaire. Mais les gens n'ont pas le choix, ils doivent se contenter de boire l'eau du Nil. Question de ma part, qu'en est-il du système éducatif? Est-ce que la majorité des enfants Mundari va à l'école? Quelle est la proportion de filles dans les classes? Y a-t-il plusieurs écoles secondaires en territoire Mundari? Voici la réponse de Moses. L'accès à l'école est beaucoup plus aisé de nos jours qu'il y a encore quelques années. Cependant, beaucoup d'enfants ne vont toujours pas à l'école à cause des moyens limités de leur famille. Il n'y a que quelques écoles à Terekeka, en ville, mais pas assez d'enseignants qualifiés. Dans les autres zones, il n'y a pas de véritables écoles. Les enfants doivent donc se déplacer de leur village d'origine pour aller à Terekeka, et cela prend du temps et coûte trop cher pour la plupart des familles. Les enseignants sont très mal payés et cela conduit les plus talentueux d'entre eux à abandonner cette carrière pour d'autres carrières plus lucratives. Il y a un grand besoin de centres pour former les enseignants. Donc, à cause de tous ces problèmes, relativement peu d'enfants Mundari a la chance d'avoir accès à une véritable éducation. Et parmi ceux qui ont cette chance, il y a une grande proportion de garçons, du fait des préjugés culturels qui font que les garçons sont considérés comme supérieurs aux filles. Les familles ont tendance à vouloir garder les filles à la maison en vue d'un mariage précoce qui leur permettra d'augmenter le nombre de têtes de bétail
qu'ils possèdent déjà. Les gens sont persuadés qu'une fille éduquée leur apportera peu de vaches, car ils croient que la conduite d'une fille éduquée ne correspond plus aux normes de la société traditionnelle. Donc, les filles de famille qui ont des vaches ne pourront pas épouser des filles éduquées. Pire, certains sont persuadés qu'une femme qui a vécu en ville ne peut être qu'une prostituée. C'est pour toutes ces raisons qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles à l'école. Il y a 3 écoles secondaires en territoire Mundari. Elles sont toutes en ville, à Terekeka. 2 d'entre elles ont ouvert leurs portes en 2017. La 3e est beaucoup plus ancienne. Voilà pour cette interview. Je voudrais maintenant terminer avec quelques mots en version originale à nouveau de Moses qui va prendre congé de vous, chers auditeurs. Yes, thank you so much. Thanks to the listeners of Radio South Regina, both in and outside Corsica. Thanks to our presenter and the management of the Radio South Regina too. I hope to get connected regularly and to let the Corsicans and the rest of the world know about this small and explored ethnic group of Mundari in South Sudan. Also to add on that, and in the Mundari land we have a unique way of life, and I expect everyone to come and witness it. Thank you so much once again. Merci beaucoup aux auditeurs de Radio Selve Regina m'avoir écouté. Je suis très content que les gens de Corse et d'en dehors de Corse aient pu connaître les Mundari grâce à cette émission. Merci aux présentateurs. Et je voudrais aussi, pour finir, dire que nous, les Mundari, nous avons un mode de vie unique et que donc ce serait très intéressant si vous pouviez avoir envie de venir découvrir notre mode de vie et notre culture ici au Soudan du Sud. Merci et au revoir. Voilà, chers auditeurs, je voudrais conclure maintenant en vous faisant écouter un petit peu de musique enregistrée lors d'une cérémonie traditionnelle Mundari. À la semaine prochaine.